Hi, hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'était pas prévu, mais du coup je vais vous faire une vidéo YouTube sur un peu tout ce que j'ai observé en ce qui concerne la mode, le style vestimentaire des Saoudiennes et notamment des Médinoises parce que je vis à Médine. Je connais malheureusement pas trop bien le style des autres villes, mais c'est déjà pas mal et je me rendais pas compte à la base, je voulais faire un réel, mais en fait il y a énormément de choses à dire, du coup on va passer en format long. Donc le style médinois, si je peux le décrire de façon générale avant de rentrer petit à petit dans les détails, le style médinois, c'est un style qui se veut très conformiste. C'est-à-dire que les femmes ne cherchent pas à se différencier des autres, contrairement en fait à la France, et notamment à Paris, puisque moi je suis parisienne, où on est toujours à la recherche du petit style distinctif, de la tenue la plus originale, de la tenue en fait limite la plus extravagante, la plus choquante, la plus interpellante. On veut qu'on se retourne sur nous, on veut attirer en fait le regard sur nous, et des fois c'est même pas forcément le bon regard en fait. Des fois c'est juste on veut paraître bizarre pour paraître bizarre. Et croyez-moi, j'étais en plein cœur de Paris, j'étais entourée d'amis qui travaillaient dans la mode, donc je sais de quoi je parle. Ici, pas du tout. Ici, la médinoise, on va la reconnaître en fait à sa tenue la plus simple. Maintenant, j'ai développé des facultés pour différencier et distinguer une étrangère d'une locale. À ces petits détails vestimentaires là, mais parce que c'est quelque chose en fait qui est tellement pas commun dans les pays d'Occident, alors que ici en fait le conformisme c'est juste la base et c'est juste trop génial. Du coup, première chose, on va parler de façon générale de la tenue. Les Saoudiennes ne portent pas de couleur. Le maximum qu'elles peuvent considérer colorful dans leur garde-robe et dans leur abaya, c'est ce qu'on va appeler le kohli. Le kohli, en fait, ça va être un bleu très foncé, un peu comme ça. Voilà. Cette couleur-là et un peu plus, et c'est tout. Sinon, les couleurs, c'est vraiment trop. Vous allez certainement trouver des médinoises avec des couleurs, mais c'est des médinoises qui vont potentiellement porter un message et un positionnement, un statement en fait qui sera autre que le conformisme. Et du coup, voilà, faut juste le savoir. Et donc, ils vont aller vraiment très à fond dans la couleur, très à fond dans les, dans les motifs, etc. Mais on n'aura pas cet entre-deux de la abaya qui est noire avec des détails colorés, des strass, des machins, etc. Non, ça c'est pas du tout médinois. Ça c'est vraiment très attrape-touriste malheureusement. Et c'est typiquement le genre de abaya qu'on va retrouver partout dans les rues de Roubaix, des Sourds, etc., etc. Mais c'est pas forcément ce que vont porter les Médinoises. Les Médinoises, elles adorent le noir. Vraiment, et les Saoudiennes de manière générale, même à Jeddah, où c'est un peu plus, on va dire, libéral en termes de style, etc., vestimentaire, le noir restera le premier choix pour une Saoudienne. Qu'elle porte le voile ou qu'elle ne le porte pas, qu'elle porte le niqab ou qu'elle ne le porte pas, ça restera le symbole de la noblesse, de la classe. En fait, c'est difficile en fait, de faire avec des couleurs. Deuxième chose, au niveau des coupes, au niveau des designs, la médinoise, elle va être très dans la simplicité. Plus c'est simple, plus elle est méconnaissable, mieux c'est en fait. Plus elle se fond dans le décor, plus on n'arrive pas à distinguer qui elle est, et mieux c'est. Elle va pas chercher en fait à avoir des signes distinctifs, des lunettes, un sac apparent. Non, c'est pour ça qu'on va retrouver en fait beaucoup de patterns chez la saoudienne, à savoir le sac Coach, typiquement. Pour celles qui vont beaucoup à la mosquée et qui habitent vraiment très proche des grands massagides, etc., de Roubaix et tout, Masjid Nabawi, on va retrouver beaucoup des Skechers ou des dérivés. Enfin, vous savez, ces sortes de chaussettes, baskets là qu'on enfile vite fait, parce que c'est très pratique en fait et ça fait partie du quotidien d'aller à la mosquée, qui n'est pas le quotidien des Français. Et donc en fait, il faut trouver le juste milieu entre la chaussure qui soit agréable à porter, assez simple aussi, pas trop compliqué à lasser et facile à retirer. Donc le choix généralement se tourne beaucoup vers les Skechers, ou pour celles qui sont qui veulent un peu plus être distinguées, un peu plus être élégantes, les sortes de babies, de ballerines ouvertes, etc. Mais toujours très discret. On ne cherche pas à avoir la basket
qui va attirer tous les regards. Non, là, le maître mot, c'est comment se fondre dans le décor, comment être une inconnue, être personne. Littéralement être personne. Donc ça va passer par le noir, par la coupe, qui va être très très simple, très peu de motifs, etc. Très peu d'extravagance. Les manches qui sont les plus appréciées et les plus appréciables à Médine, ce ne sont pas les manches larges. Ça, c'est plutôt, de ce que j'ai compris, c'est plutôt un style qui vient du Koweït. Une mode qui vient du Koweït, ou même des fois d'Irak, d'avoir les manches hyper larges, au point où ça fasse limite papillon, vous savez. Ça, c'est quelque chose en fait qui n'est pas du tout saoudien, que les saoudiennes elles apprécient pas du tout, qu'elles trouvent même has-been. Ça, j'avais demandé ça à des designeuses et des stylistes. Elles m'avaient dit non. Là, la manche qui est à la mode, c'est la manche qui est vraiment qui est droite en fait, qui n'est pas extravagante en fait et qui n'attire pas le regard et qui est pratique, qui tombe pas. Donc ça, typiquement, bon ça c'est moi qui l'ai fait, mais je me suis beaucoup inspirée justement des conseils des saoudiennes vis-à-vis de la rabaya pour créer mes produits. Je voulais pas créer quelque chose qui sortait en fait de leur univers, qui sortait de leur zone en fait de confort. Je voulais pas faire ma petite parisienne du coin et dire ah non, cette fois-ci on va réinventer la roue. Non, moi je veux prendre de ce que vous avez. J'apprécie ce que vous avez parce que chez nous on ne l'a pas et je vais juste lui apporter quelques petites touches de subtilité, et c'est ça le plus compliqué, hein. Des touches de subtilité où on va reconnaître la patte française, tout en restant discrète et tout en restant appréciable par les Saoudiens. Et petite anecdote, je suis trop contente parce que j'ai réussi mon pari entre guillemets, parce que je me suis fait arrêter dans la rue par 3 Saoudiennes, pas 3 Médinoises, une femme de Riyad et 2 autres Saoudiennes pour me demander où est-ce que j'avais acheté ma rabaya. Et je vous dis, la fierté que j'avais de leur dire, c'est des rabayas de ma marque, c'est ma brand, c'est mes créations. Parce que là, je me dis, ok, ça veut dire que je vous ai bien observé, j'ai bien compris vos goûts, j'ai bien compris vos styles, au point même qu'une meuf de Riyad me complimente pour ma création. Franchement, j'étais trop contente et alhamdoulilah, je suis vraiment très satisfaite. Et donc, c'est pour ça aussi que je me permets de vous partager mes petites observations, mes petites remarques, parce que je pense que ça peut grave vous être utile pour vous fondre dans la masse également. Donc là, on a parlé de la rabaya. Il y a beaucoup de choses à dire sur la rabaya. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Au niveau des matières, elles aiment beaucoup les différentes compos de noir. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une rabaya noire, c'est une rabaya noire et que c'est un peu boring en fait de travailler ça. Mais au final, pas du tout. Il y a 1 milliard, une infinité, que dis-je, de compositions pour créer en fait la rabaya noire trop stylée. Et c'est pour ça que quand vous allez chez des Saoudiens, si jamais vous avez l'occasion d'aller chez des Saoudiennes, vous allez voir que leur garde-robe est remplie de dizaines et de dizaines et de dizaines de rabaya. D'ailleurs, la question que vous allez vous poser, c'est comment j'ai pu avoir accès à leur garde-robe alors que je reste quand même une étrangère pour elles. En fait, la rabaya, c'est un truc aussi qu'il faut absolument savoir si jamais vous êtes invité chez des Saoudiennes pour éviter de vous taper la honte comme moi je me la suis tapée. La rabaya, c'est considéré comme une tenue de l'extérieur. On ne rentre pas chez les Saoudiens ou chez les gens de façon générale en gardant sa rabaya. On te demande automatiquement de la retirer. Donc, contrairement à beaucoup de gens, ce qu'on met en dessous de la rabaya, ce que les Médinoises et ce que les Saoudiennes mettent en dessous de la rabaya, c'est des vêtements classiques et c'est des vêtements trop stylés. Genre, quand tu retires ta rabaya et que tu as une sous-robe, t'es vite dévisagé en fait. On se dit, mais elle a rien compris celle-là. Non, le principe d'une rabaya, c'est un vêtement pour l'extérieur. Il est noir pour l'extérieur. On est discret pour l'extérieur. Mais à l'intérieur, quand tu te retrouves avec tes copines, alors t'inquiète pas que c'est couleur foulant. T'inquiète pas que le make-up il est à fond, la coiffure elle est à fond, la tenue mais elle est vraiment, je ne vais pas vous la décrire, mais elle est vraiment trop stylée. Ça n'a rien à voir. Dites-vous, c'est 2 mondes. Il y a un monde pour l'extérieur, une identité même pour l'extérieur, et une identité pour l'intérieur.
Et ça se manifeste par les vêtements. Le noir pour la discrétion, pour le fait de ne pas attirer le regard, le fait de ne pas attirer l'attention, et cette volonté en fait d'être anonyme. Et à l'intérieur, les couleurs, les coupes, le make-up, les cheveux, les ongles, tout ce que tu veux pour être la plus on flic possible. Et donc c'est pour ça que les Saoudiennes, de façon générale, elles ne mettent quasi jamais ce qu'on appelle les sous-robes. Les sous-robes, c'est vraiment quelque chose, pareil, c'est pour les touristes qui ne savent pas quoi mettre en dessous de leur abaya. Et voilà, ça match, les touristes ils adorent ça. Mais sinon, une Saoudienne, elle va mettre, je sais pas moi, un jean et une chemise par exemple en dessous. C'est pas rare de voir des Saoudiennes avec un pantalon en dessous de leur abaya. C'est totalement normal, c'est totalement ok. Parce qu'elles ne restent pas avec leur abaya toute la journée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la abaya? Je pense avoir fait le tour, donc si j'y pense, je vous redirai. Mais j'aimerais passer maintenant au niqab. Le niqab, c'est toute une science le niqab. Vraiment, 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 écoutez-moi bien. Je crois que si c'est pas par la abaya, c'est par le niqab que j'arrive à distinguer une étrangère d'une saoudienne. Pourquoi? Parce que les étrangers, quand ils achètent un niqab, ils font pas attention à ces détails-là. Par exemple, le fait de repasser leur niqab. Déjà, on ne verra jamais une saoudienne sortir avec un niqab complètement froissé. Et au-delà même de ça, il faut qu'il y ait ce petit trait-là, ce petit pli au niveau du nez. En fait, si vous voulez, la saoudienne, elle est peut-être discrète, mais la discrétion n'est pas égale à manque de style ou manque de classe. Elle reste distinguée. Et la distinction, c'est un art de vivre. Ça veut dire que tu ne sors pas avec des habits froissés, que ce soit ta abaya, que ce soit ton niqab, que ce soit ta tarha. La tarha, c'est quoi? C'est le hijab. Ici, on n'appelle pas le hijab, on appelle hijab tarha. Ça va se remarquer en fait déjà à votre manière de marcher. On ne marche pas avec le dos bossu. On ne marche pas en fait. On est déjà discrète par notre habit. Il n'y a pas besoin d'en faire plus en fait. Il n'y a pas besoin de s'amochir. On ne sait pas parce qu'on s'habille en noir et qu'on cherche à être discrète qu'on doit chercher à être moche. Et ça, la distinction en fait, elle est bien saisie, je trouve, par les Saoudiennes où dans leur démarche, elles sont très droites. Dans leurs accessoires, elles sont très classes. Dans leurs vêtements, elles sont propres, elles sont pas négligées, elles sont repassées. Ça, c'est très très important. Et on vous juge, hein. Croyez-moi qu'on vous juge si jamais vous ne respectez pas ces petits détails. Donc le niqab, un niqab de saoudienne, c'est un niqab qui reste quand même relativement court. Vous allez voir dans les magasins de abaya, de niqab, etc., vous allez avoir un choix infini de niqab et surtout au niveau des tailles. Un niqab de saoudien, c'est un niqab qui n'est pas du tout long, qui descend pas en fait. Pourquoi? Parce que pareil, c'est une question de silhouette. Le niqab, ça va vous prendre votre visage et ça a pour but de cacher votre visage, pas de cacher tout le reste. Et donc en fait, si ça descend trop, qu'est-ce que ça va donner comme impression? Ça va donner une impression que vous avez plus de cou en fait et que vous êtes un peu comme ça si vous voulez. Et du coup, le fait que le niqab s'arrête pile ou légèrement en dessous de votre menton, ça va quand même vous garder une silhouette un peu féminine. Parce que comme je vous l'ai dit, on veut être discrète, mais on ne veut pas être moche. Ok. Donc déjà, voilà ça. Donc je vous ai parlé du fait de repasser votre niqab. Il y a également les saoudiennes, elles ont des niqabs qui ne leur appuient pas sur le front. En fait, quand vous regardez bien, mon niqab, il part comme ça, vers l'extérieur, il est droit et il ne va pas épouser les lignes de mon front. Ça, c'est très important aussi. En fait, pareil, ça va garder une certaine harmonie dans votre tête, dans votre visage et dans votre silhouette tout entière. Tout ça, j'ai l'impression que c'est finement calculé, mais en fait, ça fait son effet. Ça fait son effet et ça vraiment, tu vois la différence d'allure entre une saoudienne et
une meuf qui essaye de l'être et qui n'a pas compris les codes. Donc voilà, au niveau du niqab, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, pas d'extravagance s'il vous plaît, pas de fantaisie, on cherche la simplicité, on cherche à être discrète et on cherche à se fondre dans la masse. Moi, pourquoi j'ai réussi à me fondre et à berner énormément de saoudiennes, c'est parce que justement, tous ces codes-là, je les ai appliqués minutieusement. On ne cherche pas, je sais qu'en France, encore une fois, on veut avoir ce niqab qui va se différencier des autres et on a du mal dans les débuts à acheter ce niqab tout basique, tout simple, parce qu'on se dit, vas-y, comment je vais faire en fait pour me distinguer? Et bah oubliez, en fait c'est vraiment une question de mindset, hein. Oubliez de chercher à vous distinguer. Cherchez à vous conformer. La question que chaque Saoudienne se pose, c'est comment je vais être la plus normale possible? Comment je vais être la plus médinoise possible? Comment je vais être la plus classique possible? Et je vous assure que ça commence dans la tête. Parce que des fois, je vois des choses et je me dis, elle sait pas mais elle se fait juger, Miskina. Vous voyez les petits détails en perles, les trucs en fait qui descendent un petit peu, je sais pas moi, les strass, etc. Ou même le tissu un peu plus transparent que d'habitude, ou le tissu un peu plus différent. Non, un niqab, c'est un tissu simple, un bout de carré comme ça, court, rigide, qui s'attache avec des lacets, un petit filet comme ça, et ça s'arrête là. Le logo, c'est très important d'avoir le logo et pas d'avoir des signaux, enfin des signes chelous. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça en fait que la saoudienne, elle va se distinguer, si vous voulez. Elle va se distinguer par la classe de son niqab, on va dire le rang, la brand de laquelle elle a acheté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de brands qui vendent toutes la même chose, mais il y en a qui sont au-dessus des autres. Il y en a qui sont vraiment plus stylées que d'autres. Celle-ci, par exemple, Sharqiya, c'est, on va dire, la marque un peu luxe de l'Arabie. Vous pouvez la trouver partout, que ce soit à Médine, à Jeddah, etc. Voilà, donc c'est pas plus mal d'avoir un petit logo, mais surtout pas un autre signe, surtout pas un dessin, surtout pas un charms, à moins que le charms soit le logo. Oubliez. Ça va faire too much, ça va faire has-been, ça va faire ringard en fait, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le style médinois, saoudien? J'avais noté des petits trucs. Ah oui, est-ce que je vous ai dit que les médinoises ne portaient pas de bonnet sous leur hijab? Nous, on est des folles des bonnets. Carrément, on a inventé une nouvelle technologie de bonnet qui est même plus en tissu, je crois. C'est un truc qui ressemble limite plus à un serre-tête qu'un bonnet. Ici, non, elles se prennent pas la tête. Elles mettent leur tarha, elles mettent leur niqab et c'est tout. C'est très très simple. Elles mettent pas d'épingle non plus. Elles mettent pas d'épingle, elles se cassent pas du tout la tête non plus avec le choix des aimants, des épingles à nourrice, etc. et tout, des pins, machin, etc. Non. Elles le coincent ici, elles font un rond simple, enfin elles enroulent leur tête et au deuxième enroulé, elles coincent la partie longue, là, sous leur cou, sous leur menton, et puis c'est tout. Ah oui, il y a une vraie culture du soin des mains chez les saoudiennes. Elles aiment trop prendre leurs mains. Genre, c'est pas anodin qu'une saoudienne vous texte et vous dise « Et ça te dit, on va faire nos ongles ?» Moi, au départ, j'étais en mode « Comment ça, faire mes ongles ?» Moi, je prie. Elle aussi. En fait, faire ses ongles, c'est juste prendre soin de ses mains. Genre faire une manucure, avoir des mains qui soient douces. Parce qu'en fait, c'est la seule partie, si vous voulez, qui est apparente. On voit même pas ton visage. Pour certaines, on voit même pas leurs pieds. Donc, qu'est-ce qui te reste? C'est tes mains. Et du coup, en fait, c'est aussi ça la culture saoudienne. C'est vraiment repérer la personnalité de la personne à travers des signaux subtils. On apprend à être discret, on apprend à être raffiné. Et c'est ça, en fait, que je trouve trop classe et super noble. C'est des choses que nous, on oublie et qu'on néglige, alors que finalement, c'est la base. Avoir des belles mains, pas forcément manucurées, pas forcément
vernis ou quoi que ce soit, mais juste bien poli, une peau qui soit pas sèche, où il n'y ait pas des poils qui dépassent, où il n'y ait pas les cuticules qui dépassent, où voilà, t'es bien coupé au niveau de tes ongles et tout, bah ça donne un signe, peut-être potentiellement à ton futur mari, que t'es une fille qui prend soin de toi, que t'es une fille propre. En parlant de mariage, je crois que le mariage, il faudrait que je vous fasse une vidéo complète sur tout l'aspect muqabala, dot, festivités, etc., critères, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, parce que franchement, il y a vraiment des choses à dire et ça change énormément des cultures occidentales. Encore une fois, pourquoi garder ce mot en tête? Pour la conformité. Les gens, en fait, ils ont tellement moins de problèmes grâce à ce concept-là de la conformité, du conformisme. Tout le monde est pareil. Donc gardez ça en tête et je vous assure que en fait, ça change votre vie. Là, je vais vous parler un petit peu moi de mon expérience et de qu'est-ce que j'en pense en fait de tout ça, parce que là, je vous ai dit un petit peu comment les gens étaient, comment les distinguer, etc. et comment paraître en fait la plus saoudienne possible, la plus médinoise possible en l'occurrence. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait au quotidien de vivre de cette manière-là? Sachant que, comme je vous l'ai dit, moi avant, j'étais la parisienne qui faisait très attention à son style, qui était très coquette, très soignée, si vous voulez, dans ses habits, etc. et tout. À l'époque, je portais déjà des rabayas. À l'époque, je portais déjà des rabayas parce que j'avais des copines qui étaient koweïtis, saoudiennes, etc., qui m'avaient déjà donné un avant-goût de cette culture qui m'avait fait kiffer déjà à l'époque. Donc quand je vous dis vraiment 5 ou 6 ans avant ma hijra. Donc j'étais déjà team noir, soignée, etc. et tout. Mais c'était des choses que je voyais pas. Déjà rien que le fait que de porter le niqab et d'être dans une société où tout le monde est comme toi, il y a un côté, si vous voulez, réconfortant, sécurisant. Ça te coupe aussi toute tentation. C'est-à-dire que dès le matin, tu te dis pas est-ce que je me maquille, est-ce que je me maquille pas, par exemple. Je sais que c'est un problème chez beaucoup de femmes, le maquillage, et que c'est un fléau, et que y a des femmes en fait qui n'arrivent plus du tout à se voir avec un hijab et sans maquillage. En fait, c'est soit elles portent un hijab et elles se maquillent, soit elles se maquillent pas, mais à ce moment-là, elles laissent apparaître leurs cheveux. Dans les deux cas, c'est haram. Si vous voulez, en fait, quand on vit dans une société où tout le monde porte un niqab, tu ne peux que vouloir porter ton niqab et de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire que le conformisme pousse à être la plus conforme possible. Ce qui est complètement l'inverse quand on vit en France ou en Occident, où en fait le fait de chercher la différenciation te pousse in fine à l'extravagance en fait, à toujours avoir ce détail qui va faire qu'on va se retourner sur toi. Là en fait, le critère qui va faire que tu t'es bien habillé, que tu t'es bien apprêté, c'est justement que personne te remarque et que personne se retourne sur toi. Et à moins que t'aies vraiment une abaya qui sorte du lot, et encore, c'est pas enviable si vous voulez. Une abaya qui plaît chez les saoudiennes, elle va pas plaire parce qu'elle se distingue des autres, elle va plaire parce que elle représente en fait la meilleure coupe possible, le meilleur design possible, le meilleur assemblage des noirs possible pour une abaya noire conforme. On veut avoir la abaya la plus distinguée, on veut pas avoir la abaya la plus différenciée. Et du coup, ça te pousse en fait à investir dans tes basiques. Et d'un point de vue charge mentale, ça vous nettoie l'esprit, ça vous le purifie, ça vous le dépollue. Vous êtes en mode, chaque matin quand je vais sortir, je vais pas me demander comment je vais m'habiller. Je prends ma abaya, je prends le voile qui va avec s'il y a un voile qui va avec, je mets mon niqab et c'est ok. Ce qui va me réconforter dans mes affaires, c'est le fait qu'elles soient bien repassées, le fait qu'elles soient bien clean, le fait qu'elles soient propres, le fait que je sois propre et que en fait ça fasse un tout cohérent de propreté. C'est vraiment ce côté clean girl version Muslim Edition en fait, je sais pas comment vous l'expliquer. Le fait de vous dire que vous êtes
dans le juste milieu, que vous êtes pile en fait dans la moyenne, bah, c'est ça qui va vous faire vous sentir un flic, littéralement. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très à l'aise avec le regard des autres, mais depuis que je vis en Arabie Saoudite et depuis que je vis à Médine, je prends ça comme si j'ai un regard sur moi, je le prendrai comme un échec et je vais me dire « Ah, qu'est-ce que t'as pas fait comme les autres ? Qu'est-ce qui a fait que les gens se retournent sur toi ?» Et j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça. Et franchement, le fait de l'être et le fait de changer, c'est rentrer dans une forme de paix intérieure à travers le vêtement, à travers l'apparence, et sortir en fait de cette crise identitaire, de cette crise à l'ego finalement, parce que le fait de vouloir se différencier, c'est une manière de dire qui aura l'ego le plus gros. Alors que le fait de vouloir être discret, c'est une manière de dire qui aura l'humilité la plus grande, qui aura la pudeur la plus grande, qui aura la discrétion et la volonté de s'effacer la plus grande. Donc, c'est aussi l'appartenance, le fait d'appartenir au groupe. Ouais, c'est vrai. Il y a mon mari qui me dit qu'il y a aussi ce sentiment d'appartenance. En France, on ne sait pas à qui on appartient. Genre, il n'y a qu'à voir les Français quand on est à l'étranger, on ne veut pas fréquenter les Français. C'est ça. En Arabie Saoudite, on est trop fiers de se fondre dans cette communauté et de se sentir appartenir à cette communauté. C'est pas le cas du tout en France. Et c'est pour ça en fait qu'il y a vraiment une crise dans le style des hijabis en France. C'est parce qu'elles sont complètement perdues dans le groupe auquel elles veulent appartenir. Ça va partir en débat philosophique, mais en fait c'est cette idée-là, je repense en fait à tous les styles. Si vous voulez, on a quoi comme style ? On a le style jilbab très large, jilbab coloré, qui était plus un style des années 2000, mais qu'on peut retrouver quand même facilement, mais version noire. On a le style un peu préppy, un peu muslim friendly, où du coup on va s'habiller, on va reprendre un peu les codes du style des grandes écoles, jupe plissée, petit haut, et un petit hijab qui doit passer crème dans ce style-là, des petits mocassins ou des petits souliers ou ce genre de choses. On a quel autre style ? On a le style saoudien, on a le style khaliji plutôt, avec l'arabaya noire, le voile noir, et du coup rester en fait focus en fait sur ce style et cette seule et même couleur. On a les abayas colorés qui se veulent en fait être un mélange du style khaliji, mais qu'on va essayer en fait de rendre beaucoup plus agréable et accessible en fait à son environnement. On ne peut pas choquer parce que le noir est choquant, le noir est austère, le noir est effrayant en fait pour les autres et ça renferme en fait, ça renvoie une idée qu'on n'est pas ouvert aux autres et du coup de par la dominance occidentale, on s'est obligé de mettre des couleurs, on s'est obligé en fait d'avoir en fait des couleurs un peu douces, un peu pastel, pour quand même renvoyer le message de je respecte le style khaliji dominant auquel j'ai envie d'appartenir parce que ce groupe-là, vu qu'il est dominant, j'ai envie de le suivre. C'est aussi une fierté en tant que musulmane de pouvoir s'apparenter à un groupe dominant. Mais en même temps, vu que je ne suis pas dans son espace géographique naturel, je dois l'adapter avec des couleurs qui ne vont pas effrayer en fait le peuple dominant occidental, français. Et en fait, ça pourrait potentiellement être une bonne solution. Je ne sais pas quoi en penser parce que je me dis qu'on ne peut pas s'adapter à deux dominants. C'est pas possible. Surtout quand il y en a un qui est le bon et l'autre qui est le mauvais. Et du coup, cette idée en fait d'entre-deux, ça me rappelle un peu cette idée du turban, si vous voulez. C'est cette histoire de je porte un hijab parce que je cache mes cheveux et que techniquement, ce qui m'est demandé à travers l'injonction du hijab, c'est de cacher mes cheveux. Mais il faut que je le réduise. Il faut que je réduise ce hijab pour qu'il soit en fait acceptable sociétalement. Et au final, en fait, on tombe dans une crise parce que t'es ni accepté des uns, ni accepté des autres.
et t'es pas à l'aise. Alors que là, en fait, le sentiment que je vis au quotidien, c'est un sentiment d'harmonie, un sentiment de cohérence, un sentiment d'apaisement, de sérénité, où je sais que déjà je suis chez moi. Et que j'ai pas, et je sais que je porte pas un déguisement, si vous voulez. Je sais que je porte un habit qui me sied, dans lequel je suis à l'aise et dans lequel en fait je suis épanouie par la quantité de choix que j'ai et par lequel en fait j'admire sa beauté. Je suis vraiment fan de la beauté que renvoie une arabaya. Je trouve que c'est l'habit le plus beau qu'une femme musulmane puisse porter. C'est le plus élégant, le plus distingué, le plus raffiné, le plus joli, c'est tout. C'est intéressant, tu peux parler de la féminité aussi, le fait que la féminité, tu n'essaies pas d'être féminine en étant sexy, c'est-à-dire en montrant, c'est ça. En montrant ton aspect sexuel, mais tu essaies d'être féminine par tes manières, ton akhlaq, en cachant justement cette partie. C'est ça, il me parle aussi, il me dit qu'il faut que je vous parle de la notion de féminité. En fait, à travers la rabaya et à travers le style et l'art de vivre vestimentaire, on peut dire mais énormément de choses et ça renvoie énormément de messages qui s'opposent finalement parfaitement à l'Occident. C'est la question de la féminité. Comment et pourquoi ça ne m'impacte pas dans ma féminité et au contraire, je me sens développer la forme de féminité la plus pure, la plus douce qui soit. Parce qu'en Occident, la féminité, elle va se manifester par quelle femme est la plus sexy, quelle femme va être la plus attirante, quelle femme va mettre le plus ses atours en valeur, quelle femme va être la mieux maquillée, quelle femme va le plus en fait attirer les regards masculins sur elle. C'est ça. Une femme, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui va tout dévoiler, tout déballer. Et on va considérer que c'est de la féminité. Et justement, au contraire, quand une femme va chercher à être discrète, va chercher à ne pas attirer les regards sur elle, on va considérer qu'elle se néglige, qu'elle a un problème, qu'elle est complexée, qu'elle a du mal en fait à fitter avec son image, etc. Alors qu'ici, guys, pas du tout. Pas du tout. Ici, la féminité, déjà, elle s'entend. Ouais, ou devrais-je dire, elle ne s'entend pas. Une femme féminine, c'est une femme qui va avoir une voix très douce, une voix très basse. Quand on va dans des cafés, une chose qui m'a le plus interpellée avec mon mari, avec mes copines occidentales, françaises, c'est que les cafés sont silencieux. Vraiment, on n'entend rien. Et pourtant, il y a du monde. Mais le café n'est pas bruyant. Bon, là, il y a plus d'hommes, je pense, que de femmes. Donc, les hommes ont une voix qui porte, donc peut-être que vous allez entendre du bruit, mais vous allez entendre des voix masculines. Vous n'allez pas entendre des ricanements, vous n'allez pas entendre des voix féminines, etc. Déjà, première chose, voilà, ça va se traduire par le akhlaq, le comportement, la manière de marcher. Comme je vous l'ai dit, être droit quand tu marches, être confiante aussi dans sa démarche, avoir un pas assumé, être, je dirais pas lente, mais être quelqu'un qui prend son temps. On n'est pas dans une fast life. Les femmes sont très délicates. Quand elles prennent un café, elles le prennent délicatement. C'est à ça qu'on voit sa féminité. Elles travaillent pas, parce qu'elles sont pas stressées par le travail. Elles ont pas ces préoccupations que nous on peut avoir. Elles sont préoccupées par leur apparence, leur attitude, leur manière de marcher. Si vous observez bien une saoudienne, vous allez voir qu'elle a une manière de jouer avec ses mains. Elle a une, je sais pas trop comment vous expliquer, mais elle a une gestuelle avec ses mains qu'on n'a pas en France. En France, on est brut, on est brutal. Nos mains, en fait, elles nous servent pas à, définir notre niveau de féminité. Nos mains, elles ont juste un aspect utilitaire. La chose, c'est que la société est très séparée. Ouais. Les femmes, qu'elles restent qu'avec des femmes, les hommes qu'avec des hommes, les hommes sont plus masculins, les femmes plus féminines.
Ce qui me dit, c'est que, autre chose, c'est qu'étant donné que la société, elle est vraiment très ségrégée, elle est très séparée, les hommes restent avec des hommes, les femmes restent avec des femmes, et du coup, les femmes s'encouragent davantage à être des femmes, et les hommes s'encouragent davantage à être des hommes. Quoi ? Ouais, c'est ça. Et du coup, les femmes sont beaucoup plus féminines et les hommes sont beaucoup plus masculins. Parce qu'il n'y a pas cette moyennisation de l'être humain non binaire, non genré, on ne sait pas trop comment le distinguer. Non, une femme, c'est une femme, elle aime le rose, un homme, c'est un homme, il aime le bleu. Et c'est trop bien. Parce que du coup, ça fait une vraie cohabitation, une vraie connexion, et ça fait en fait une vraie conformité même dans le couple. Les critères des hommes sont simples, les critères des femmes sont simples. Quand vous demandez à un Saoudien c'est quoi tes critères, il ne va pas vous dire je veux une femme qui a l'esprit bien fait, qui est pas trop bête, qui est intelligente, qui est smart, qui sache faire ci, ça. Non, il va vous dire je veux une femme belle. Fin de l'histoire. Une femme qui joue son rôle de femme, qui est belle, qui est là pour me remplir les yeux. Et quand vous allez demander à une femme quels sont ses critères en termes d'homme, elle va vous dire un homme qui a une maison, une voiture, un travail. C'est tout. Un homme qui joue son rôle d'homme. That's it. Et c'est trop bien en fait parce qu'on vit dans une vie, dans une société de simplicité. On se prend plus la tête. Et c'est ça qui est génial en fait. Je pense que c'est ce qu'on cherche toutes, mais qu'on a du mal à assumer. C'est que la société de l'intellectualisation, de la complexification, de la complication, tant en fait dans sa définition, dans sa compréhension, elle va vous amener que des problèmes. Est-ce que tu étais prof là, une porte du haram, ça ouvre 40 portes du haram. Ouais, c'est ça. Tu crées une incohérence, tu es obligé d'en créer 42. C'est ça. Exactement. Tu crées. C'est ça. Le vrai, il est simple, il est évident, il est clair, il est accessible. Le faux, il est compliqué, il est dur à garder. Enfin, une incohérence en amène une autre, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des manifestations avec des drapeaux tricolores ou multicolores, etc., qui savent plus comment s'identifier, un lapin, une canette, un bidon d'huile d'olive, je sais pas. Genre. Et vous pensez qu'on est cohérent, et vous pensez qu'on vit dans une société cohérente. Mais si vous voulez vraiment goûter à la cohérence, venez tester de vivre dans ce pays. Et vous allez voir à quel point vous ne pourrez plus vous en passer. Chaque personne qui est passée, et notamment par cette ville, par Médine, chaque personne qui passe par Médine se sent à son retour quand elle la quitte étrangère de son propre pays d'origine. That's it. Je vais m'arrêter là parce que je débite de fou. Vous me dites si vous aimez ce genre de contenu, je continuerai.